Je m'appelle Henri Beaumont. J'ai 56 ans et je conduis un bus scolaire dans une petite ville qui s'appelle Marlow, en Ohio. La route numéro 7, la longue, celle qui passe devant le grenier, à grains et qui s'enfonce dans les chemins de campagne où les maisons s'espacent de plus en plus. Ça fait 9 ans que je conduis cette route. Je connais chaque enfant par son prénom, je sais lesquels ont le mal des transports quand ils s'assoient à l'arrière, lesquels rentrent dans une cuisine chaude et lesquels n'ont pas cette chance. Ce n'est pas grand-chose comme métier, selon les critères du monde, mais je vous dis, il y a quelque chose de stabilisant à être le même visage, à la même heure, chaque matin, pour un enfant dont la vie ne comporte pas beaucoup de constantes. Ce soir-là, une femme était assise en face de moi dans un restaurant, les yeux baissés sur la table, et elle s'excusait de ne pas être ce que j'attendais. Et la réponse que je lui ai donnée l'a fait pleurer. Pour comprendre pourquoi, il faut que vous sachiez que j'étais le dernier homme en Ohio à avoir le droit d'attendre quoi que ce soit. C'était un premier rendez-vous. Mon premier depuis plus longtemps que je ne veux bien l'admettre. Mon ami Raymond, qui conduit la route numéro 4 et qui s'est autoproclamé responsable de ma vie personnelle, avait tout arrangé. Il me courait après depuis 2 ans, depuis le jour où je lui avais dit que j'avais renoncé à cette partie de ma vie pour de bon. « Tu n'es pas mort, Henri », il répétait, « tu fais juste semblant. » Et il m'a eu à l'usure, comme seul un ami peut le faire, jusqu'à ce qu'un jeudi soir je me retrouve assis dans une banquette du restaurant, le Merle, sur la rue principale, dans une chemise mal repassée, me sentant parfaitement ridicule, à attendre une femme prénommée Françoise, que je n'avais jamais rencontrée. Quand elle est entrée un peu en retard, un peu essoufflée par le froid, et qu'elle s'est glissée en face de moi dans la banquette, la première chose qu'elle a faite, avant même bonjour, avant quoi que ce soit, c'était de baisser les yeux sur ses propres mains posées sur la table et de dire, très doucement, d'une voix qui avait clairement répété la chose, « Je suis désolé de ne pas être ce que vous attendiez. Je sais que Raymond vous a probablement fait de la publicité. Je ne suis qu'une femme de 53 ans qui sert à la cantine scolaire, avec de mauvais genoux et beaucoup de kilomètres au compteur. Si vous voulez abréger la soirée, je comprends tout à fait. Je ne serai pas blessé. J'en ai l'habitude. Avant que je vous dise ce que j'ai répondu, la chose qui l'a fait pleurer, faites-moi une faveur. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde avait décidé que votre belle époque était révolue, que vous aviez raté votre fenêtre et qu'il ne vous restait plus grand-chose à espérer, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette histoire est pour tous ceux qu'on a rayés de la liste trop tôt, et je vous promets qu'elle va quelque part qui en vaut la peine. Laissez-moi revenir en arrière, parce que vous devez comprendre dans quel état était ma vie, pour que tout ça ait le poids. Qu'il a. Ma femme s'appelait Marie. Nous avions été ensemble 31 années et elle était le centre chaleureux de tout. Le genre de femme qui fait d'une maison l'intérieur d'un câlin. Nous avions une fille, Laure, la lumière de nos 2 vies. Puis, sur une période d'environ 4 ans, j'ai perdu presque tout. Marie est partie en premier il y a 6 ans. Un cancer lent et cruel. Et j'ai appris c'est que de regarder le centre de votre vie s'éteindre comme une lampe. Je pensais que c'était la pire chose qui pourrait jamais m'arriver. Je me trompais. 2 ans plus tard, j'ai perdu Laure aussi. Ma fille rentrait de son service à l'hôpital un soir de novembre pluvieux, quand un homme qui avait trop bu a franchi la ligne centrale et l'a percuté de plein fouet. Elle avait 30 ans. Elle est morte avant que l'ambulance arrive, sur le bord d'un chemin de campagne, à moins de 10 kilomètres de la route que je conduis chaque matin. Et elle a laissé derrière elle un petit garçon, son fils, mon petit-fils, Charlie. Charlie avait 6 ans quand sa mère est morte. Il en a 8 maintenant. Son père, un homme nommé Nicolas Garnier, était parti depuis que Charlie avait à peine 2 ans. Il a simplement claqué la porte un jour et n'est jamais revenu. Jamais payé un centime. Jamais envoyé une carte d'anniversaire. Jamais appelé pour entendre la voix de son fils. Laure a élevé ce garçon seul, en enchaînant les doubles services à l'hôpital, et elle a fait un travail magnifique. Et quand elle est morte, il n'y a jamais eu la moindre question dans mon esprit sur ce qui se passerait ensuite. Je suis allé à la mairie, j'ai rempli les papiers,
et je suis devenu le tuteur légal de Charlie. Ce petit garçon est venu vivre avec moi dans la maison où j'avais élevé sa mère. Et nous deux, un vieux chauffeur, de bus usés et un petit garçon avec un trou, dans le cœur exactement, à la forme et à la taille de sa maman. Nous avons entrepris de nous élever mutuellement. Voilà qui était assis dans cette banquette du restaurant, le merle, pas un célibataire séduisant. Un homme de 56 ans, veuf, qui avait enterré sa femme et son unique enfant, qui conduisait un bus scolaire pour un salaire modeste, qui élevait un enfant de 8 ans avec des revenus fixes et beaucoup de prières, et qui avait, tout comme la femme en face de lui, cessé d'attendre de bonnes choses depuis longtemps, parce que chaque fois qu'il s'était permis d'espérer, la vie lui avait encore pris quelque chose. Alors quand Françoise Dunbar a baissé les yeux sur la table et s'est excusée de ne pas être ce que j'attendais, je ne l'ai pas rassurée comme on est censé le faire. Je ne lui ai pas dit qu'elle était stupide ou qu'elle avait l'air très bien ou toutes ces choses qu'un homme dit par réflexe. Je lui ai dit la vérité. « Françoise, lui ai-je dit, est-ce que je peux être honnête avec vous ? Parce que je crois qu'on ferait tous les deux mieux avec l'honnêteté qu'avec les formules habituelles. » Elle a levé les yeux méfiante. « D'accord, a-t-elle dit. Voilà ce qu'il en est de ce que j'attendais, ai-je dit. Je n'attendais rien. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de bon, il y a longtemps. Je suis un homme de 56 ans qui conduit un bus scolaire. J'ai enterré ma femme il y a 6 ans et ma fille il y a 2 ans. Et j'élève mon petit-fils parce que son père est parti et que sa mère est en terre. J'ai mal repassé cette chemise parce que ça fait des années que je n'ai pas eu de raison d'en repasser une. J'ai failli ne pas venir ce soir parce que je me demandais ce qu'un homme comme moi pouvait bien avoir à offrir à qui que ce soit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors quand vous vous asseyez et que vous vous excusez de ne pas être ce que j'attendais, tout ce que je peux penser c'est « Madame, vous avez tout à l'envers. C'est moi qui ne suis pas ce qu'on attendrait. Nous sommes 2 personnes que le monde a déjà décidé que c'était fini pour nous. Et vous voulez savoir la vérité honnête? Être assis en face de quelqu'un qui sait exactement ce que ça fait, qui a aussi cessé d'espérer, c'est la première fois depuis environ 6 ans que je ne me sens pas complètement seul dans tout ça. Et voilà ce qui a fait pleurer Françoise Dunbar. Pas des grands sanglots, juste ses yeux qui se remplissaient et ses lèvres qu'elle pressait, l'une contre l'autre, et une larme qui lui a échappé et a coulé sur sa joue. Avant qu'elle puisse la retenir, parce que je ne l'avais pas plainte, je ne l'avais pas flattée. J'avais fait la seule chose que personne n'avait faite pour l'un de nous deux depuis longtemps. M'asseoir dans les décombres, juste à côté d'elle, et dire « Moi aussi, je comprends. Vous n'êtes pas seul dans ça. Je suis venu ici prête à me faire remercier poliment, a-t-elle dit en s'essuyant les yeux du dos de la main, riant à moitié d'elle-même. J'avais tout prévu. Lui donner une porte de sortie avant qu'il la prenne. Je fais ça depuis des années. Je connais cette tactique, ai-je dit. J'en ai inventé la moitié moi-même. Elle a ri pour de vrai cette fois. Et quelque chose dans son visage s'est dénoué, quelque chose de crispé et de défensif, et par-dessus cette table collante de restaurant, 2 personnes fatiguées et rayées de la liste se sont regardées et ont reconnu quelque chose, comme on reconnaît un visage de son village dans une foule à des milliers de kilomètres de chez soi. C'était la meilleure soirée que j'avais passée depuis avant la maladie de Marie. Françoise Dunbar, j'ai appris, était la dame de la cantine à l'école de Marlowe, ce qui voulait dire, bien qu'aucun de nous deux n'ait tout à fait fait le lien, qu'elle nourrissait mon petit-fils chaque jour depuis 2 ans. Elle connaissait Charlie. Tout son visage s'est illuminé quand elle a fait la connexion. Charlie Beaumont est votre petit-fils. Oh, Henri, ce garçon. Il dit toujours merci. Chaque jour, tout doucement, comme s'il le pensait vraiment. Vous ne savez pas à quel point c'est rare dans une file de cantine. Et j'ai senti quelque chose se coincer dans ma gorge parce que c'était l'or en lui, cette politesse tranquille. Et voilà qu'une étrangère la voyait et la chérissait sans même savoir à qui elle appartenait. Il a une habitude, lui ai-je dit avant de pouvoir m'en empêcher, parce qu'il y avait quelque chose chez Françoise qui donnait envie de parler. Chaque soir avant de dormir, il me dit une bonne chose qui s'est passée et une chose difficile.
C'est sa maman qui avait commencé ça avec lui quand elle était encore en vie, la bonne chose et la chose difficile. Alors j'ai continué parce que c'était la sienne. J'ai tourné ma tasse de café dans mes mains. Certains soirs, la chose difficile vous brise le cœur en deux. Mais il trouve toujours une bonne chose. Chaque soir, ce garçon en trouve une. Je ne sais pas d'où il tient ça. Françoise a gardé le silence un moment, puis elle a dit doucement « Il le tient de vous, j'imagine. » Un homme ne perpétue pas le rituel du coucher de sa fille morte. Chaque soir, pendant 2 ans, à moins d'être le genre de personne qui s'est trouvé la bonne chose dans la chose difficile. Elle m'a regardé. Alors, quelle est votre bonne chose aujourd'hui, Henri? Et je vous avoue que la question m'a pris de court, parce que personne ne me l'avait posée depuis 2 ans. C'était toujours moi qui demandais. Je suis resté là un moment, puis j'ai regardé cette femme en face de moi, cette dame de cantine au mauvais genou et aux yeux bons qui s'était excusé d'exister 1 heure auparavant, et j'ai dit, honnêtement, c'est ça, ici, maintenant. C'est ma bonne chose du jour. Et Françoise Dunbar a baissé les yeux sur la table de nouveau, mais c'était un autre genre de regard cette fois. Plus le regard de quelqu'un qui se prépare à être rejeté, juste celui d'une femme qui essaye de tenir quelque chose de délicat sans le renverser. Elle avait eu son propre chemin difficile. Mariée jeune à un homme qui s'est révélé buveur. Divorcée à 35 ans, elle avait élevé 2 enfants seuls, qui étaient maintenant adultes et partis dans des villes qui n'avaient pas le temps. D'une mère servant à la cantine. Elle avait été seule longtemps. Elle s'était convaincue, comme on finit par le faire, que la solitude était permanente. Qu'à son âge et dans sa situation, le chapitre romance était une porte fermée. Les hommes de mon âge veulent des femmes 2 fois plus jeunes, a-t-elle dit sans amertume, juste comme on énonce la météo. Et les hommes qui voudraient d'une femme de mon âge cherchent ou quelqu'un sans mon kilométrage. J'avais fait la paix avec ça. Elle m'a regardé, ou je croyais l'avoir fait, jusqu'à ce que votre ami Raymond n'arrête plus d'appeler. Nous avons parlé jusqu'à ce que le merle commence à empiler les chaises, et quand je l'ai raccompagné à sa voiture dans le froid, aucun de nous deux n'a fait quoi que ce soit de dramatique. J'ai juste dit, François, j'aimerais recommencer. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais j'aimerais vous revoir si vous l'acceptez. Et elle m'a regardé un long moment et a dit, vous savez quoi, Henri Beaumont? Je crois que oui. Et moi aussi j'aimerais ça. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, cette petite et dangereuse étincelle d'espoir. Et pendant 3 semaines, la vie a été belle d'une façon qu'elle n'avait plus été depuis longtemps. Françoise et moi nous sommes revus 2 fois, doucement, sans précipitation. Un film un soir, une longue promenade une autre fois, et à la maison, Charlie et moi avions notre vie, celle qu'on avait construite dans les décombres. Je veux que vous envoyiez un fragment pour que vous compreniez ce qui allait bientôt être menacé. Chaque matin, je me levais avant le jour pour préparer le petit déjeuner de Charlie. Et ensuite, il montait dans mon bus pour aller à l'école. Assis à l'avant dans le siège, juste derrière moi, ce que les autres enfants trouvaient formidable, d'être le gamin du chauffeur. Il me parlait pendant toute la route de tout et de rien, des dinosaures et de ce qu'il voulait faire quand il serait grand, ce qui changeait chaque semaine. Et chaque après-midi, je reconduisais ce même bus, et il était dedans. Et on rentrait ensemble à la maison, et je l'aidais avec ses devoirs à la table de cuisine, la même table où j'avais aidé sa mère avec les siens 30 ans auparavant. Et chaque soir, au bord de son lit, on faisait la bonne chose et la chose difficile. Un soir, peu après le restaurant, la chose difficile de Charlie était « Je ne me souviens plus de la voix de maman ». Et il l'a dit si doucement, les yeux au plafond, essayant d'être courageux comme il essayait toujours d'être courageux, et ça m'a coupé les jambes sous moi. Je me suis assis sur le bord de son lit, et je lui ai dit que c'était normal, que le son d'une voix est l'une des premières choses qui s'effacent, et que ça ne voulait pas dire qu'il l'aimait moins, et que je lui raconterais des histoires sur elle chaque jour, pour qu'il n'oublie jamais qui elle était, même si le son exact de sa voix venait à s'éloigner. Puis je lui ai demandé sa bonne chose. Et il a réfléchi et il a dit, « Ma bonne chose, c'est que toi, tu ne pars nulle part. » Et il l'a dit comme une certitude.
comme la seule chose solide sur laquelle il pouvait poser le pied. « Tu ne pars nulle part, hein, papy ?»« Non, mon grand, je lui ai dit. Je ne pars nulle part, jamais. Je vous demande de vous souvenir de cette promesse que j'ai faite à un enfant de 8, au bord de son lit, parce que 3 jours après l'avoir faite, un homme est revenu en ville qui allait mettre à l'épreuve ma capacité à la tenir. Je vous avais dit que la suite n'était pas facile. Elle ne l'était pas, parce que 3 semaines après ce premier soir au Merle, un mardi, Nicolas Garnier est revenu à Marlot. J'ai appris la nouvelle de la façon dont on apprend tout dans une ville de cette taille, c'est-à-dire de manière oblique. Raymond avait entendu ça d'un homme au bar L'Ancre, sur la route de campagne. Et Raymond était venu me trouver au garage des bus, avec une tête comme s'il avait avalé quelque chose de pointu. Henri m'a-t-il dit, Nicolas est de retour. Nicolas, l'ex de l'or, il est à l'Ancre depuis 2 nuits. Puis Raymond m'a dit la partie qui m'a glacé le sang. Et Henri, il ne pose pas de questions sur Charlie. Il pose des questions sur la somme d'argent. Il faut que vous compreniez ce qu'était cette somme. Après la mort de l'or, il y avait eu une action en justice parce que l'homme qui l'avait percuté avait bu. Et il y avait une assurance et une responsabilité. Et le résultat de tout ça avait été qu'une somme d'argent conséquente avait été mise de côté, placée dans un compte sous supervision judiciaire pour Charlie, pour son avenir, son éducation, ses besoins. Je n'y avais jamais touché et n'aurais jamais touché, sauf pour les besoins de Charlie, et même alors seulement avec l'accord du tribunal, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand l'argent appartient à un enfant. C'était la seule chose que la mort de l'or avait laissée à son fils, l'équivalent le plus proche d'une sécurité pour ce petit garçon dans ce monde. Et Nicolas Garnier était revenu en ville, et avant d'avoir demandé à une seule âme comment allait son propre fils, avant même d'avoir passé en voiture devant l'école de l'enfant, il avait été assis à l'Ancre à demander combien d'argent le gamin avait en réserve. Je suis sorti ce soir-là et j'ai roulé jusqu'à l'Ancre. J'aurais peut-être pas dû, mais j'y suis allé. Et j'ai trouvé Nicolas Garnier sur un tabouret de bar. Il était plus vieux et plus dur que dans mon souvenir. Mais c'était lui, l'homme qui avait abandonné ma fille, seul avec un bébé. Il m'a souri, largement quand il m'a vu, comme si on était de vieux amis. « Henri Beaumont, a-t-il dit. Ça fait un moment, tu es revenu depuis 2 jours, lui ai-je dit, et tu n'es pas allé voir ton fils. » Le sourire a vacillé. Je voulais m'installer d'abord, reprendre mes repères. Un homme veut revenir comme il faut, vous savez. J'ai changé, Henri. J'ai beaucoup pensé à Charlie, à être son père. C'est drôle, ai-je dit, parce que ce que j'entends, c'est que la seule chose à laquelle tu as pensé, c'est l'argent que ma fille a laissé à son fils. Et voilà, juste une seconde avant qu'il puisse se reprendre. J'ai vu la vérité bouger derrière ses yeux, le calcul, la cupidité. Et j'ai su, quoi qu'il dise ensuite, j'ai su. Il a commencé à protester que ce n'était pas vrai, qu'un homme avait le droit d'être dans la vie de son fils, qu'il avait entendu parler d'argent, mais que ce n'était pas pour ça, que je n'avais pas le droit d'empêcher un père de voir son enfant. Et je me suis tenu là dans ce bar et j'ai compris avec une certitude froide et pesante ce qui s'en venait, parce qu'il avait raison sur une chose terrible. Il était le père de Charlie, et aux yeux de la loi, un père a des... Henri Beaumont, chauffeur de bus scolaire de 56 ans, élève seul son petit-fils Charlie après la mort de sa femme, Marie, et de sa fille Laure. Sa vie est marquée par le deuil, mais Charlie lui donne une raison de continuer. Un soir, Henri rencontre Françoise Dunbar, une femme de 53 ans qui travaille à la cantine scolaire. Elle aussi se sent usée par la vie et pense ne plus mériter d'être aimée. Leur première rencontre devient profonde et sincère, car chacun reconnaît la solitude de l'autre. Peu après, Nicolas Garnier, le père absent de Charlie, revient en ville. Il ne cherche pas vraiment son fils. Il veut accéder à l'argent laissé à Charlie après la mort de sa mère. Nicolas demande la garde de l'enfant, ce qui bouleverse Henri. Françoise refuse de laisser Henri affronter cela seul. Elle l'aide à organiser l'épreuve, à contacter une avocate, Maître Laurent, et à montrer que Nicolas est revenu uniquement pour l'argent. Avec l'aide de témoins et de documents, la vérité apparaît clairement. Avant l'audience, Henri confronte Nicolas et lui montre qu'il sera exposé devant le tribunal.
Nicolas retire alors sa demande et quitte la ville. Quelques mois plus tard, Henri adopte officiellement Charlie. Françoise reste auprès d'eux et peu à peu, tous les trois forment une nouvelle famille. Charlie retrouve la sécurité, Henri retrouve l'espoir et Françoise découvre qu'il n'est jamais trop tard pour être aimé. C'est l'histoire d'un homme brisé, d'un enfant qui avait besoin d'un foyer et d'une femme qui est arrivée au bon moment pour les aider à redevenir une famille.